maintenant aborder la troisième partie de ce cours, qui concerne la société microbienne, la vie des microbes sur Terre et chez l'homme. Quelques réflexions avant de commencer. Nous, les humains, nous ne sommes pas des individus séparés. Nous sommes une communauté de milliards, disons d'organismes, et nous sommes environnés par des microbes, des bactéries, des protozoaires, des virus, et il y a beaucoup plus de ces microbes dans notre corps qu'il n'y a de cellules. La plupart sont des bactéries, dans nos flores, le tube digestif, par exemple. Il y a également des champignons et quelques protozoaires. Certains font du bon travail, d'autres sont carrément essentiels, et nous ne pouvons pas vivre sans eux. Seule une petite minorité sont des agents pathogènes. Dans cette partie, nous allons aborder, effectivement, les intercommunications et les réseaux qui existent entre les microbes et l'hôte, et les microbes entre eux-mêmes. Dans ce chapitre qui commence, nous allons étudier la vie sociale des microbes, les relations intimes qui existent entre eux. Nous allons aborder certaines définitions concernant la symbiose et l'endosymbiose, comment s'organisent les communautés microbiennes et qu'appelle-t-on les parasites. Tout d'abord, la symbiose. Littéralement, le mot symbiose signifie vivre ensemble. La symbiose est donc définie comme la vie en commun de deux, voire plus, organismes différents appelés symbiontes. Les scientifiques ont donc classé les relations symbiotiques comme mutuelles. Dans ce cadre-là, il y a un bénéfice pour chaque partie. Commensales, il y a un bénéfice pour seulement un symbiote. Et parasites, lorsque l'un exploite, endommage, voire tue l'autre. Un bon exemple de symbiose mutuelle est le cas des biofilms. On appelle biofilm un agrégat de micro-organismes constituant un film adhérent à une surface immergée ou soumise à un environnement liquide, par exemple l'eau ou d'autres liquides. En effet, dans leur habitat usuel, les bactéries, par exemple, vivent le plus souvent attachées sur des supports. On appelle ce mode de vie un mode de vie sessile. Les bactéries, ainsi, tendent à s'associer en communauté en formant des microcolonies et ensuite se recouvrent de polymères organiques. L'image qui suit vous montre le mode de formation typique d'un biofilm. Dans une première étape, qui dure quelques secondes, il y a une adsorption réversible des bactéries sur ce support. Cet attachement peut devenir irréversible, ceci en quelques secondes voire quelques minutes. Une fois que ces bactéries ou ces microbes ont adhéré, il va y avoir une croissance, une division. Ceci demande quelques heures, voire quelques jours. Ces microbes en division vont produire un exopolymère et former le biofilm. Ceci également en quelques heures, voire quelques jours, suivant les organismes. À la fin, il peut y avoir attachement d'autres organismes au biofilm. Ceci peut demander des jours, voire des mois. Voici quelques exemples qui illustrent la réalité de ces biofilms chez l'homme. L'image de gauche vous montre la formation d'un biofilm de bactéries sur des cathéters. Les cathéters sont des tubulures plastiques qui sont fréquemment utilisées à l'hôpital pour des perfusions, et des bactéries venant du milieu extérieur peuvent adhérer sur ces cathéters et ensuite infecter le sujet perfusé. Autre exemple de biofilm, des bactéries, ici, qui se fixent sur les parois de l'intestin grêle sous forme d'un biofilm. Nous l'avons donc vu, le biofilm peut se former de manière physiologique ou pathologique, et un bon exemple de biofilm pathologique est représenté ici avec la carie dentaire. Petit à petit, avec un manque d'hygiène, les bactéries se fixent sur l'émail, elles adhèrent, donnent un biofilm, et ce biofilm peut ensuite attaquer l'émail sous forme d'une carie. Par exemple, certains scientifiques ont montré que sur la carie dentaire, il peut y avoir une centaine d'espèces bactériennes associées, attaquant ainsi l'émail. Un autre exemple de communauté microbienne est le commensalisme, littéralement qui mange à la même table. C'est le cas d'un microbe X qui semble résider dans un organisme Y, l'homme par exemple, ou un animal, dans un état normal.
En effet, comme tous les animaux, les hommes hébergent également un grand nombre de commensaux, ce qu'on appelle notre microflore bactérienne. Commensaux à la surface de la peau et de toutes les muqueuses qui sont en contact avec le monde extérieur. La bouche, le tube digestif, la sphère génitale. Pour expliquer l'implantation de ces bactéries commensales, on pourrait dire qu'un petit groupe de micro-organismes s'est adapté à des formes de vie supérieures, les végétaux ou les animaux, et les utilise comme habitat fixe ou temporaire, et en tant qu'environnement où ils peuvent trouver des nutriments. Dans une flore, par exemple la flore digestive, certains donnent des bénéfices, d'autres peuvent avoir un potentiel de nuisance, et dans ce cas-là, peuvent engendrer ce qu'on appelle des infections opportunistes, notamment dans des états d'immunité déficiente ou d'immunodépression. Voici une image assez importante qui vous montre différentes flores chez l'homme. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe des flores au niveau de l'œsophage. À ce niveau, seuls les micro-organismes provenant des aliments ou de la cavité orale sont présents. Ensuite, l'estomac. L'estomac est un milieu agressif, avec un pH acide, un milieu riche en enzymes, des pepsines, des lipases et du mucus. La flore à ce niveau est extrêmement réduite. Seuls peuvent subsister des micro-organismes résistants à l'acidité, comme par exemple des levures, comme Candida albicans, ou des bactéries, comme Helicobacter pylori ou le Lactobacillus. Dans certaines conditions, par exemple, Helicobacter pylori peut passer d'un état commensal à un état agressif. En effet, cette bactérie peut être associée à des ulcères gastro-duodénaux. Le duodénum est riche en sécrétions pancréatiques et biliaires, avec du mucus, et dans ce cas-là, nous retrouvons une microflore constituée des mêmes bactéries ou organismes de l'estomac, les Candida albicans par exemple, les Lactobacillus, mais également d'autres espèces bactériennes, comme les Bacteroides, bactéries anaérobies, et les Streptococcus. Au niveau du jéjunum apparaissent les streptocoques ou Streptococcus. Au niveau de l'iléon, l'atmosphère s'appauvrit en oxygène, il y a donc une anaérobiose, et la flore s'enrichit, notamment en Clostridium, Enterobactéries ou Enterobacteriacées, Enterococcus, Veillonella. Finalement, au niveau du côlon, le milieu est fortement anaérobie et la microflore est extrêmement importante. 10 puissance 10 à 10 puissance 11 unités formant colonie par gramme, ou CFU par gramme. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié les flores, et principalement la flore digestive à différents niveaux du tube digestif, de l'œsophage jusqu'au côlon. Mais cette fois-ci, si on voit les choses d'un peu plus haut, les chercheurs, depuis une dizaine d'années, ont défini une nouvelle notion, la notion du microbiome. À l'époque, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Ce microbiome, c'est-à-dire l'ensemble des microbes à l'intérieur de notre corps, constitue en fait un réseau social extrêmement bien organisé. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié les flores, et principalement la flore digestive à différents niveaux du tube digestif, de l'œsophage jusqu'au côlon. Mais cette fois-ci, si on voit les choses d'un peu plus haut, les chercheurs, depuis une dizaine d'années, ont défini une nouvelle notion, la notion du microbiome. À l'époque, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Ce microbiome, c'est-à-dire l'ensemble des microbes à l'intérieur. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement.
Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American vous montre effectivement. Alors, cette image que je trouve extrêmement intéressante et qui est tirée du dernier numéro de juin 2012 du Scientific American. Un exemple intéressant de symbiose, que nous avons déjà vu dans les premiers chapitres, est l'endosymbiose. Endosymbiose, vous vous le rappelez, signifie vie d'un organisme à l'intérieur d'une cellule, dans une association stable et souvent symbiotique. Un bon exemple est donné par des bactéries du genre Legionella, pouvant se diviser à l'intérieur de protozoaires, notamment à l'intérieur des amibes. Cette endosymbiose particulière peut avoir des répercussions en pathologie et expliquer certaines données épidémiologiques sur les légionelloses survenant à partir des climatiseurs, riches en amibes. Un autre exemple d'endosymbiose est celui concernant les rétrovirus endogènes, appelés encore HERV, pour Human Endogenous Retrovirus, dans le cas de la placentation. Ces rétrovirus endogènes ont la particularité d'être intégrés dans le chromosome humain. Environ 9% de notre chromosome sont formés de rétrovirus endogènes. Lors de la grossesse, certains de ces rétrovirus endogènes sont capables d'exprimer des protéines, notamment des protéines d'enveloppe, capables de fusionner les cellules entre elles et former ce qu'on appelle des syncytia. C'est ce que montre l'image en haut à droite. Au cours de la grossesse et sous l'influence de certaines hormones, notamment la progestérone, certains rétrovirus endogènes, notamment l'HERVK, sont capables d'induire des syncytia nommées ST, sur la figure en haut à droite. Et ces cellules géantes, encore appelées syncytia, forment ce qu'on appelle le syncytio-trophoblaste, que l'on voit au niveau de l'image située en bas. Ce syncytio-trophoblaste est éminemment important pour nourrir le fœtus, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans les échanges de sang entre la mère et l'enfant. Donc ceci montre la nécessité pour la mère d'exprimer ces rétrovirus endogènes afin de nourrir le fœtus. Enfin, le parasitisme. Les parasites exploitent ou endommagent, voire tuent l'autre organisme. Il est intéressant de noter qu'un commensal peut devenir un parasite. C'est le cas de Giardia intestinalis. Dans les années 60, Giardia intestinalis était un vrai commensal, sans vraie pathogénicité, et petit à petit, ce protozoaire est devenu un pathogène responsable de diarrhée chez l'homme. Beaucoup de micro-organismes pathogènes peuvent être considérés comme des parasites, mais cette définition, en médecine humaine,
concerne essentiellement les pathogènes de type eucaryote, les protozoaires, l'agent du paludisme Plasmodium falciparum et d'autres, les champignons et les métazoaires, les nématodes ou les trématodes. Dans ce dernier groupe de parasites, on peut retrouver certains parasites comme le ténia ou l'ascaris, voire la douve du foie. Le chapitre 9 est sans doute un des chapitres les plus importants de ce cours. Il concerne le système immunitaire et la façon qu'ont les organismes à se défendre les uns vis-à-vis des autres. Nous verrons donc la lutte contre la maladie, puis les différents types d'immunité, l'immunité innée et adaptative, ce qu'on appelle la mémoire immunitaire, le développement de l'immunité avec les organes lymphoïdes et certains dysfonctionnements du système immunitaire. Pour introduire ce chapitre, disons que les organismes sont toujours en concurrence les uns par rapport aux autres. Concurrence pour la nourriture, pour l'espace. On sait que, par exemple, les microbes, les bactéries, ou les bactéries et les moisissures, se combattent entre eux, mais aussi attaquent des organismes plus complexes, comme des cellules végétales ou des cellules animales, notamment à l'aide de facteurs de virulence. Et à leur tour, ces organismes complexes, par exemple l'homme, ont développé des stratégies sophistiquées pour se protéger, et c'est ça qu'on appelle l'immunité. Nous pouvons donc définir l'immunité comme l'ensemble des phénomènes contribuant à maintenir l'intégrité de l'organisme et assurer son rétablissement après une agression, par exemple une agression infectieuse par un microbe. Mais une autre fonction de l'immunité, qui est moins évidente, est la capacité de reconnaissance entre, d'une part, les constituants de l'organisme, ce qu'on appelle le soi, ces constituants devront être tolérés, et les molécules étrangères, qu'on peut appeler le non-soi, qui devront être rejetées. Cette notion du soi et du non-soi est très dépendante de ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité, ou encore CMH. On appelle CMH un groupe de gènes codant pour les protéines clés des surfaces cellulaires qui jouent un rôle important dans la reconnaissance cellulaire. Ces notions ont été abordées dès 1930 avec les travaux de Gorer et Snell sur des greffes de peau chez la souris. En effet, les molécules jouant dans l'histocompatibilité sont codées par des dizaines de gènes différents, regroupés en un complexe génique. C'est le CMH. Chez l'homme, ces molécules ont été découvertes en 1952 par Jean Dosset sur les leucocytes et ont donc été appelées les HLA ou Human Leukocyte Antigen. Cette découverte a été majeure pour mieux comprendre la compatibilité des greffes chez un individu greffé. Le système immunitaire fonctionne avec deux catégories de mécanismes étroitement intriqués. Premièrement, l'immunité non spécifique, appelée encore immunité naturelle ou immunité innée, et l'immunité spécifique, ou acquise, ou encore appelée adaptative, capable d'une mémoire immunologique. Les principaux objectifs du système immunitaire sont une lutte contre les agents infectieux, étrangers à l'organisme, lutter contre un organe étranger, dans le cadre des greffes d'organes en transplantation, ou bien de lutter contre une cellule tumorale, reconnue comme étrangère après sa transformation cellulaire. On parlera donc d'immunité anti-infectieuse, d'immunité de greffe ou d'immunité antitumorale. Un mot maintenant sur les facteurs qui peuvent influencer le système immunitaire. Il existe des facteurs génétiques, le genre, mâle ou femelle, l'âge, mais toute une série de facteurs liés à l'environnement. Par exemple, l'état nutritionnel, l'obésité, ou les habitudes alimentaires comme la consommation d'alcool, le tabagisme, l'exercice physique, aigu ou chronique, surtout le stress, environnemental, physiologique ou psychologique. Le système immunitaire peut également être exploité pour lutter contre les agents pathogènes par la vaccination. Mais il peut être agressé par des bactéries, mais surtout des virus, qui infectent des cellules effectrices du système immunitaire, les lymphocytes, T ou B, ou les monocytes que nous verrons par la suite. Enfin, le système immunitaire peut être également influencé par le statut hormonal. Une autre caractéristique du système immunitaire est celle d'être équilibré. Dans ce cas-là, on appelle ceci l'homéostasie
ou encore balance immunitaire. En effet, notre système immunitaire doit lutter contre les agressions infectieuses, agressions par les bactéries, les virus et les parasites, que nous reverrons par la suite, mais il doit aussi tolérer toutes les agressions que nous avons quotidiennement dans l'air, les aliments. Ainsi, le système immunitaire aura à faire le choix entre ignorer toutes ces agressions par l'air, les aliments, les molécules naturelles, les molécules de synthèse, les multiples contacts cutanés ou les éventuels médicaments ou produits injectables que l'on peut avoir, ou bien déclencher une réponse immunitaire qui induit une tolérance. Si cette ignorance ou cette tolérance n'ont pas lieu, on peut avoir des situations pathologiques qu'on appelle les situations d'hypersensibilité, comme par exemple l'allergie, qui est une vraie maladie. Cette fois-ci, dans la figure de droite, nous voyons le rôle de l'immunité dans la lutte contre les agents infectieux. En effet, dans notre vie, nous sommes susceptibles d'être infectés et d'être agressés par ces pathogènes qui déclencheront une infection aiguë, pouvant évoluer soit vers une issue fatale et la mort, soit vers la guérison, ou bien encore vers une infection chronique. Cette image est importante et vous montre les différentes étapes des interactions hôte-environnement au cours d'une infection. Le développement d'une infection chez un individu dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, une exposition aux micro-organismes. Deuxièmement, des facteurs d'environnement. Et troisièmement, des facteurs d'hôte. Si on considère tout d'abord la ligne centrale, un individu est exposé à des micro-organismes, voire des agents pathogènes. Dans les minutes, voire les heures qui suivent cette exposition, va se mettre en place une immunité appelée immunité innée, ou non spécifique, car elle intervient pour n'importe quel type de pathogène. Puis ensuite, au cours du temps, une autre immunité apparaît, l'immunité adaptative, ou spécifique, du micro-organisme infectieux. Cette immunité est un peu plus longue à apparaître. En général, c'est dans les heures, voire les jours, qui suivent l'exposition. L'ensemble de ces deux mécanismes, l'immunité innée et adaptative, concourent à l'élimination du pathogène ou à l'élimination des symptômes. Suivant le type d'agent infectieux, suivant le niveau de l'immunité, cette infection peut être inapparente ou à l'opposé aiguë, voire entraîner la mort, ou encore évoluer vers la chronicité comme nous l'avons vu précédemment. Cette évolution de l'infection vers telle ou telle forme dépend de l'issue du conflit entre l'hôte et l'agent infectieux. Il y a donc une très grande variation dans les phénotypes biologiques ou les phénotypes cliniques. Mais il existe différents facteurs qui modulent ces interactions. Tout d'abord, des facteurs liés à l'environnement. Ces facteurs peuvent être non microbiens, par exemple le climat ou d'autres facteurs, ou bien ces facteurs peuvent être carrément microbiens. Dans ce cas-là, on parlera de virulence. La virulence est la composante quantitative de ce qu'on appelle le pouvoir pathogène. Elle représente la notion de quantité de micro-organismes pathogènes capables de produire une maladie infectieuse in vivo dans les conditions habituelles. Interviennent également les facteurs liés à l'hôte. Premièrement, des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs non génétiques, comme par exemple l'âge, l'alimentation, l'immunodépression ou l'immunocompétence, ou des maladies intercurrentes. L'activité du système immunitaire est basée sur les fonctions de ce qu'on appelle les effecteurs. Ces effecteurs sont soit des effecteurs solubles, soit des effecteurs cellulaires. Tout d'abord, les effecteurs cellulaires, les cellules du système immunitaire. Nous allons maintenant voir comment évoluent ces cellules du système immunitaire. Elles dérivent toutes d'une cellule souche pluripotente, hématopoïétique, au niveau de la moelle osseuse. Cette cellule souche pluripotente va se différencier d'une part en progéniteur commun lymphoïde, puis en progéniteur myéloïde. Le progéniteur commun lymphoïde va se différencier en une cellule appelée le lymphocyte, cellule importante dans l'immunité adaptative. En revanche, les progéniteurs myéloïdes vont donner naissance à un grand nombre de cellules. Tout d'abord,
les monocytes et macrophages, responsables de ce qu'on appelle la phagocytose, et la présentation des antigènes. Deuxièmement, les polynucléaires neutrophiles, qui sont impliqués dans la phagocyte et sont d'excellents agents antibactériens. Les polynucléaires éosinophiles, impliqués dans l'immunité antiparasitaire. Puis enfin, les polynucléaires basophiles et les mastocytes, qui sont impliqués dans la protection des surfaces muqueuses. Maintenant, voyons où prennent naissance ces cellules effectrices du système immunitaire. Toutes ces cellules prennent naissance au niveau de ce qu'on appelle les organes lymphoïdes primaires. La moelle osseuse, pour les lymphocytes et les autres cellules. Certains lymphocytes vont ensuite subir une maturation au niveau du thymus. Ce sont les lymphocytes T, T comme thymus. Après ces premières étapes de maturation, les effecteurs du système immunitaire vont se loger dans des organes appelés organes lymphoïdes secondaires ou tissus lymphoïdes. Tout d'abord, les amygdales, les tissus lymphoïdes associés aux bronches, les ganglions lymphoïdes, encore appelés ganglions lymphatiques, la rate, les plaques de Peyer et le tissu lymphoïde urogénital. Ils assureront ce qu'on appelle une veille de l'organisme sur différents sites anatomiques. Maintenant, pour aller plus dans l'aspect fonctionnel de ces organes lymphoïdes, donc cette diapo vous montre les grandes fonctions des organes lymphoïdes primaires, en commençant par la moelle osseuse. La moelle osseuse est l'endroit où nos cellules immunitaires, nos effecteurs immunitaires vont être produits. Aussi bien les cellules immunitaires non spécifiques, qui est la première ligne de défense, la défense générique, que les cellules lymphocytaires B, qui, vous le savez, produisent les anticorps. Ces anticorps ont des effets très importants. Ils ont un effet neutralisant, sont cytotoxiques, ont une grande importance pour tuer les bactéries. Et enfin, les cellules lymphocytaires T, qui sont des cellules éminemment importantes puisqu'elles détruisent les cellules cancéreuses, les cellules infectées par des virus et orientent les autres cellules de l'immunité. Maintenant, pour aller plus dans l'aspect fonctionnel de ces organes lymphoïdes, donc cette diapo vous montre les grandes fonctions des organes lymphoïdes primaires, en commençant par la moelle osseuse. La moelle osseuse est l'endroit où nos cellules immunitaires, nos effecteurs immunitaires vont être produits. Aussi bien les cellules immunitaires non spécifiques, qui est la première ligne de défense, la défense générique, que les cellules lymphocytaires B, qui, vous le savez, produisent les anticorps. Ces anticorps ont des effets très importants. Ils ont un effet neutralisant, sont cytotoxiques, ont une grande importance pour tuer les bactéries. Et enfin, les cellules lymphocytaires T, qui sont des cellules éminemment importantes puisqu'elles détruisent les cellules cancéreuses, les cellules infectées par des virus et orientent les autres cellules de l'immunité. Maintenant, pour aller plus dans l'aspect fonctionnel de ces organes lymphoïdes, donc cette diapo vous montre les grandes fonctions des organes lymphoïdes primaires, en commençant par la moelle osseuse. La moelle osseuse est l'endroit où nos cellules immunitaires, nos effecteurs immunitaires vont être produits. Aussi bien les cellules immunitaires non spécifiques, qui est la première ligne. Cette image est importante. Elle vous montre, en effet, quels sont les différents effecteurs, solubles et cellulaires, de l'immunité. Immunité adaptative à droite, immunité naturelle ou innée à gauche. Commençons tout d'abord par les effecteurs de l'immunité innée, à gauche. Cette immunité, je le rappelle, immunité innée ou naturelle, est de déclenchement rapide, sans mémoire des événements passés. Les différents effecteurs sont les cellules dendritiques, les macrophages, des lymphocytes particuliers appelés lymphocytes NK, NK pour Natural Killer, les polynucléaires, neutrophiles, éosinophiles. Enfin, les effecteurs solubles sont représentés par le complément. Le complément est un ensemble de protéines que l'on peut doser au niveau du sérum, et ce complément a une excellente activité anti-infectieuse, principalement antibactérienne. La partie droite de la figure, cette fois-ci, représente les effecteurs, solubles et cellulaires, de l'immunité adaptative. Nous distinguerons tout d'abord les lymphocytes B, qui se différencieront en plasmocytes sécréteurs des anticorps, et les lymphocytes T, impliqués dans les réactions cellulaires. Ces lymphocytes T
se subdivise en lymphocyte T CD4 ou CD4+, et lymphocyte T CD8 ou CD8+. Enfin, les effecteurs solubles sont représentés par les anticorps, appelés encore immunoglobulines. À l'interface entre ces deux groupes, nous remarquons des effecteurs à la frontière, impliqués dans une zone intermédiaire, et dans ce cas-là, nous retrouvons des lymphocytes T gamma-delta et des cellules appelées les lymphocytes T NK, Natural Killer T. Cette image est Maintenant, voyons une réaction tout à fait intéressante, qui est la réaction inflammatoire. À la porte d'entrée de l'infection, ainsi que dans les tissus où les agents ont pu se propager, les bactéries ou les virus, se constituent ce qu'on appelle des foyers infectieux. Ceux-ci sont liés pour une part à une modification brutale de la microcirculation tissulaire, vasodilatation, résultant du relargage par certaines cellules, mastocytes, plaquettes, polynucléaires, relargage de médiateurs chimiques comme l'histamine, la sérotonine ou les kinines. Cette modification s'accompagne d'une part d'une extravasation de protéines sanguines, comme le complément que nous venons de voir, mais aussi le fibrinogène et les immunoglobulines. D'autre part, d'un afflux massif de leucocytes. Cet afflux est favorisé par certaines substances d'origine bactérienne, ainsi que par la production locale de facteurs appelés facteurs chimiotactiques tels que les kinines ou certains produits de dégradation du complément, comme les fractions C3A et C5A. Ainsi, une réaction inflammatoire commence toujours par une vasodilatation, se manifestant par une rougeur, appelée encore érythème, une augmentation de la perméabilité capillaire, l'œdème et la douleur, puis une migration hors des vaisseaux des différentes cellules sanguines que l'on a vues, polynucléaires, neutrophiles, éosinophiles, monocytes, macrophages et lymphocytes. Il est à noter que dans une réaction inflammatoire interviennent de très nombreux médiateurs chimiques, comme par exemple les cytokines ou les interleukines. Je vous demande de retenir principalement l'interleukine 1, 6, le TNF-alpha, encore appelé le Tumor Necrosis Factor alpha, mais surtout l'interféron gamma. Cette image vous résume ce que je viens de vous dire dans la diapositive précédente. Elle vous montre par exemple, à l'issue d'une blessure, l'introduction de bactéries pouvant engendrer une réaction inflammatoire. Ainsi, les mécanismes dirigés contre ces bactéries feront appel aux polynucléaires, puis aux macrophages, recrutés à partir des monocytes, et dont le rôle est la destruction des micro-organismes par phagocytose. On distingue plusieurs phases durant la phagocytose, une phase de fixation, une phase d'ingestion et une phase de digestion. C'est au cours de cette dernière étape que l'agent infectieux, la bactérie, va mourir et que ses constituants sont dégradés et éliminés par exocytose. Concernant les phagocytes mononucléés, appelés encore macrophages, un autre rôle sera développé plus loin, le rôle de présentation des antigènes aux cellules effectrices du système immunitaire afin d'initier la réponse immunitaire spécifique. Les images sur cette diapositive vous montrent par exemple, en haut à gauche, un macrophage qui fixe des bactéries avant de les phagocyter. Vous remarquerez dans l'image en bas à gauche l'énorme surface des macrophages pour augmenter l'interaction avec les agents pathogènes, les bactéries notamment. À droite, c'est une image de lymphocytes qui sont en migration. En effet, ces lymphocytes sont recrutés grâce à l'influence de substances chimio-attractantes présentes sur le lieu de l'inflammation. Ils se déplacent à partir des organes lymphoïdes via la lymphe ou le sang. Nous venons de le voir, le macrophage a une part importante dans l'immunité innée, mais il joue également un jeu essentiel pour l'immunité adaptative, notamment dans ce qu'on appelle la présentation des antigènes aux lymphocytes. Le macrophage et d'autres cellules que nous verrons par la suite jouent un rôle important dans l'initialisation de la réponse adaptative spécifique, par ce que l'on appelle l'apprêtement de l'antigène, souvent des protéines, sous forme de peptides antigéniques. Ainsi, le macrophage rentre dans la catégorie des cellules appelées cellules présentatrices d'antigènes ou CPA. Les cellules présentatrices d'antigènes
regroupe ainsi plusieurs types de cellules hématopoïétiques, parmi lesquelles on peut distinguer les cellules dendritiques que nous avons vues auparavant, les macrophages, mais aussi certains lymphocytes comme les lymphocytes B. Voyons maintenant l'immunité spécifique. Les réponses immunitaires spécifiques d'un agent infectieux sont de deux types. Premièrement, les réponses à médiation humorale, avec les anticorps circulants, sécrétés par des lymphocytes B qui se sont différenciés. Et deuxièmement, la réponse à médiation cellulaire, médiée par les lymphocytes T, ayant maturé au niveau du thymus. Ainsi, les principaux effecteurs de l'immunité spécifique sont les cellules T et les cellules B, encore appelées lymphocytes T ou lymphocytes B. Je rappelle que ces deux types de cellules dérivent d'un précurseur lymphoïde commun. Les lymphocytes T peuvent encore se différencier en sous-populations, des populations appelées TH, pour T helper. Ils activeront les cellules B ou lymphocytes B et les macrophages. Et la deuxième sous-population est constituée par les lymphocytes T appelés CTL pour cytotoxic T lymphocytes ou encore CTL qui vont lyser les cellules affectées par exemple par des virus. Les cellules B, encore appelées lymphocytes B, se différencient en cellules appelées plasmocytes qui vont produire des anticorps. Les anticorps sont des protéines appartenant à la famille des immunoglobulines. Il existe plusieurs types d'anticorps, les immunoglobulines A, G et M, appelées respectivement IgA, IgG et IgM. Comme cette figure l'indique, il s'agit de protéines multimériques avec deux sites importants, le site antigénique qui reconnaît l'antigène, antigène bactérien, antigènes viraux, antigènes parasitaires, et un site effecteur. Par ce site effecteur, les anticorps facilitent par exemple la phagocytose des bactéries. En revanche, le site antigénique est plutôt impliqué dans les fonctions de neutralisation, neutralisation d'un virus ou encore neutralisation d'une toxine bactérienne. Certains anticorps, comme par exemple les immunoglobulines M, encore appelées IgM, sont présentes dans le plasma ou le sérum. D'autres, comme les IgG ou immunoglobulines G, sont présentes dans le sérum mais aussi les tissus. Et enfin, les immunoglobulines A, encore appelées IgA, sont responsables de l'immunité locale au niveau des muqueuses. Notons enfin que les anticorps peuvent être utilisés comme des médicaments. Dans ce cas-là, par le génie génétique, on peut produire, à partir d'anticorps produits chez la souris, des anticorps qui se rapprochent des anticorps humains. On appelle ces anticorps des anticorps chimériques ou bien encore des anticorps humanisés. Nous avons vu auparavant que les monocytes et les macrophages jouent un rôle important dans la phagocytose, mais aussi un rôle dans la présentation des antigènes. Ces cellules, ainsi que les cellules dendritiques, sont appelées les CPA ou cellules présentatrices d'antigènes. Ces cellules expriment constitutionnellement à leur surface des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité ou encore molécules HLA de classe 1 ou de classe 2, chargées par exemple en peptides, notés en rouge sur la figure. Ces peptides sont capables d'être reconnus ensuite par ce qu'on appelle le récepteur à l'antigène de lymphocyte T, appelé sur la figure le TCR, respectivement de type CD8 ou CD4. Il est classique de considérer qu'il existe deux voies principales de présentation d'antigènes par les molécules du CMH. Prenons l'exemple maintenant d'une infection à virus. Les molécules HLA ou encore molécules du CMH de classe 1 vont intervenir pour la présentation de ces antigènes viraux. Ainsi, cette présentation d'antigènes viraux par des CPA infectés par un virus permettra l'activation de lymphocytes T CD8 cytotoxiques et la lyse des cellules infectées par un virus. Cette image vous montre la grande sélectivité de la lyse par les cellules T CD8 cytotoxiques. En bas, nous remarquons que les cellules de l'organisme qui présentent à leur surface les antigènes issus des protéines qu'elles contiennent, les antigènes du soi, ne seront pas lysés. En revanche, au-dessus, les lymphocytes T CD8 CTL
détecteront le petit peptide rouge issu de la présentation des antigènes par le CPA et vont donc lyser la cellule infectée par le virus, car il s'agit d'un antigène du non-soi. Cette image vous résume ainsi le scénario des différentes réponses immunitaires que l'on a vues, en incorporant le rôle des barrières. Les barrières anatomiques, comme par exemple la peau et les muqueuses, assurent une triple protection, mécanique, chimique et biologique. La protection mécanique est soit statique, comme la présence de couches cellulaires kératinisées de la peau, soit dynamique, comme le péristaltisme du tube digestif et du bol alimentaire, les lavages répétés par les urines ou les larmes, ou comme les cellules ciliées des bordures en brosse, comme les cellules bronchiques par exemple, associées au mucus. Ces mécanismes s'opposent donc à l'adhésion des bactéries et contribuent à leur évacuation dans l'oropharynx. Mais il faut citer également, au niveau de ces barrières anatomiques, les mécanismes de protection chimique, comme par exemple la sueur, qui est bactéricide par l'action des acides gras ou de l'acide lactique qu'elle contient. Également l'acidité de certains milieux, comme le suc gastrique, l'urine, les sécrétions vaginales. Ou bien enfin la sécrétion de différents constituants au niveau des muqueuses, comme le lysozyme, qui est un puissant agent antibactérien, ou les IgA, immunoglobuline A sécrétoires. Enfin, toujours dans ces barrières anatomiques, la présence des flores bactériennes, saprophytes et endogènes, à la surface de la peau et des muqueuses, par exemple au niveau de la muqueuse intestinale, assure une protection biologique contre les infections exogènes. Après ces barrières anatomiques, intervient le système immunitaire proprement dit, avec tout d'abord l'immunité innée et ses effecteurs solubles. Parmi les principaux effecteurs solubles que l'on peut citer, on peut citer le complément, ou encore système complémentaire, qui, comme je vous le disais auparavant, est constitué de protéines qui agissent suivant une cascade enzymatique. Ce complément agit de plusieurs façons. Il induit par exemple une lyse directe de la membrane des agents pathogènes, exemple enveloppe virale, ou bien une lyse des cellules infectées par un virus. Le complément également possède une action chimiotactique. Certains facteurs libérés au cours de l'activation de ce complément peuvent avoir une action sur d'autres effecteurs de l'immunité. Comme autre exemple de l'immunité innée, mais cette fois-ci dans les effecteurs cellulaires, citons les cellules NK. NK pour Natural Killer. Elles sont encore appelées cellules tueuses naturelles et constituent un groupe hétérogène de grands lymphocytes à granulation, participant également à la cytolyse de cellules infectées, notamment de cellules infectées par un virus. Au terme de ces réponses, enfin, la réponse immunitaire adaptative, avec les effecteurs solubles anticorps, les cytokines, appelées encore interleukines, et les lymphocytes T, lymphocytes T helper, ou lymphocytes T cytotoxiques ou CTL. Contrairement à l'immunité naturelle, l'immunité spécifique se caractérise par la mémoire immunologique, c'est-à-dire la sélection et le maintien des lymphocytes B et T spécifiques de forte affinité pour un antigène viral, antigène bactérien, qui assureront une réponse immune plus rapide et plus intense lors d'un contact ultérieur avec le même pathogène. L'induction d'une immunité spécifique mémoire, seule capable d'assurer la résistance de l'hôte à la réinfection, représente donc l'objectif essentiel de la vaccination anti-infectieuse, qui consiste à mimer une primo-infection dans les conditions les moins pathogènes pour l'homme. En réponse à une agression virale, voici le scénario possible. Au cours du temps, après une phase d'incubation, l'agent pathogène se développe, par exemple, le virus va se répliquer dans les cellules et dans les tissus, se met en place l'immunité innée, avec l'afflux de polynucléaires neutrophiles et la sécrétion de composants solubles, le TNF-alpha, ou les interférons de type alpha-bêta, ou encore d'interleukine 12. Ensuite, la réponse Natural Killer, réponse NK, puis dans un deuxième temps, la réponse adaptative, avec tout d'abord les réponses lymphocytaires T, CD4 et CD8, et enfin l'apparition des anticorps, et dans ce cas d'anticorps antiviraux ayant éventuellement un effet neutralisant. Le système immunitaire est donc extrêmement efficace pour lutter contre les agressions infectieuses ou les tumeurs.
Mais il existe certains dérèglements de cette immunité. C'est ce qu'on appelle les problèmes immunopathologiques. Les maladies auto-immunes, les phénomènes d'allergie, qui sont plutôt des hyperréactivités, ou à l'inverse, des déficits immunitaires. On parle de maladies auto-immunes lorsque l'organisme développe des réactions immunitaires contre les molécules du soi. Il existe par exemple des thyroïdites auto-immunes, avec des anticorps, appelés auto-anticorps, antithyroïdes. On décrit également des maladies appelées systémiques, car ils concernent plusieurs organes, c'est le cas du lupus érythémateux, ou encore des lymphocytes T autoréactifs, dirigés contre le pancréas, à l'origine du diabète insulinodépendant. Dans ces maladies auto-immunes, on a effectivement une balance qui est modifiée, avec une dominance de lymphocytes T particulières, notamment de TCD4, appelés lymphocytes TH1. Les phénomènes d'allergie sont un autre exemple de dérèglement de l'immunité. On appelle l'allergie également hypersensibilité de type 1. Elle rentre ainsi dans la catégorie des hypersensibilités classées de 1 à 4. Dans ce cas-là, c'est une balance qui est modifiée, mais cette fois-ci avec dominance de lymphocyte T CD4 appelé TH2. Ces phénomènes d'allergie peuvent être déclenchés par certains antigènes, appelés les allergènes, induisant la génération d'une classe d'anticorps particuliers appelés les IgE, ou encore immunoglobuline E. La réaction allergique est donc la combinaison de cet allergène avec l'IgE spécifique, mais cette fois-ci fixée sur les mastocytes ou les polynucléaires basophiles. Enfin, à l'inverse, il existe des dérèglements de l'immunité, mais cette fois-ci vers des situations d'immunodéficience. Ces déficits immunitaires peuvent être congénitaux ou bien acquis. Acquis par exemple après une infection virale, c'est ce que l'on observe dans le cas de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH. Ces déficits immunitaires peuvent concerner tous les effecteurs que l'on a vus, et bien sûr les lymphocytes B et les lymphocytes T. C'est dans ce contexte d'immunodéficience acquise ou congénitale que peuvent apparaître des infections ou des maladies opportunistes. On appelle ces agents infectieux opportunistes. Ces maladies opportunistes sont fréquentes, notamment chez le sujet infecté par le VIH, ou bien chez des patients transplantés recevant des médicaments immunosuppresseurs. À partir de ce chapitre, et dans les chapitres suivants, vont être abordés des aspects beaucoup plus pratiques, ciblés sur les moyens de prévention, les thérapeutiques, et une description des principales maladies, et enfin le contrôle de ces maladies. Comme introduction à la prévention et à l'hygiène, on pourrait dire que la meilleure manière pour éviter une maladie est bien sûr d'éviter les agents pathogènes en cause. Ceci est particulièrement vrai avec certains microbes, par exemple les virus, vis-à-vis desquels les traitements sont encore largement insuffisants. Dans ce chapitre, nous allons aborder tout d'abord les méthodes de prévention et d'hygiène par la stérilisation, l'utilisation de désinfectants, d'antiseptiques et les vaccins. Comme introduction, et malgré tout ce qu'on a pu dire sur le système immunitaire, celui-ci n'est pas complètement infaillible à l'égard de notre protection vis-à-vis des infections. Dans l'histoire de l'humanité, jusqu'au XXe siècle, les infections ont représenté la cause essentielle de la mortalité, jusqu'à 60% à la fin du XIXe siècle en Europe, avec une durée moyenne de vie très stable, autour de 25 ans. À la fin du XIXe siècle en Europe, 35% des individus pouvaient espérer atteindre l'âge de 40 ans. Ainsi, l'allongement de la durée de vie à près de 80 ans aujourd'hui résulte d'un bon contrôle des maladies infectieuses grâce à l'effet combiné des mesures d'hygiène, de la vaccination et des antibiotiques. Nous allons maintenant voir les stratégies microbiennes et en particulier celles qui tuent, c'est-à-dire les stratégies bactéricides ou bien les stratégies virucides. Nous allons maintenant voir la stérilisation, les désinfectants et les antiseptiques. La stérilisation est le processus permettant d'éliminer tous les micro-organismes viables, dont les virus, d'un objet
ou d'une substance. Plusieurs méthodes sont utilisées pour stériliser. Tout d'abord, les méthodes avec des moyens physiques. Tout d'abord, la chaleur. Par incinération, à des températures supérieures à 500 degrés. Ensuite, par ébullition, à une température supérieure à 100 degrés, au moins 30 minutes. Sans aucun doute, la méthode la plus efficace est l'autoclavage, à des températures supérieures à 121 degrés C, au moins pendant 15 minutes. Et enfin, la chaleur sèche, dans un four, à 160 degrés, pendant au moins 2 heures. Ainsi, la chaleur est une méthode efficace pour tuer les bactéries, notamment les formes végétatives de bactéries, et les virus. Peuvent échapper à certaines méthodes de stérilisation, certaines formes de résistance des bactéries, appelées les spores. Les spores sont une forme de résistance des bactéries, principalement des bactéries à Gram positif, appartenant au genre Bacillus et Clostridium. Les spores présentent une remarquable résistance à la chaleur, en particulier à la chaleur humide. Elles supportent ainsi des températures de 30 à 40 degrés supérieures à celles qui tuent une cellule végétative. Par exemple, les spores de Bacillus cereus survivent plus d'1 heure à 100 degrés. D'autres moyens physiques sont utilisés pour la stérilisation. C'est le cas des méthodes d'irradiation, notamment par les rayons ultraviolets. Ceci est utile pour stériliser les surfaces. Il existe également des moyens chimiques de stérilisation, basés sur l'usage de substances inactivant ou éliminant les microbes potentiellement nuisibles. Par exemple, les désinfectants sont utilisés pour le traitement des surfaces ou d'objets inertes. Comme désinfectants, nous pouvons citer le chlore ou les dérivés chlorés, l'alcool, le peroxyde d'hydrogène, encore appelé eau oxygénée, les surfactants, les détergents, les phénols et certains métaux lourds, comme l'arsenic, le cuivre, l'argent ou le mercure. Sont également utilisés les antiseptiques. Dans ce cas-là, il s'agit de désinfection de tissus vivants à usage prophylactique ou thérapeutique. Comme antiseptique, nous pouvons citer l'alcool et la chlorhexidine, qui est un dérivé phénolé et chloré. On peut également se débarrasser des bactéries ou des virus par filtration. Une filtration sur des filtres à 0,45 microns permet d'éliminer les bactéries. Une filtration sur 0,22 microns permet d'éliminer les virus. Comme autre moyen de filtration, on peut citer l'usage de masques ou des filtres pour des locaux, appelés filtres HEPA. Ensuite, dans le contrôle contre les agents infectieux, particulièrement les bactéries ou les virus, il faut absolument citer les vaccins. Un vaccin est défini comme la préparation de micro-organismes, morts ou vivants, ou de leurs composants, bactéries, virus, protozoaires, utilisés pour immuniser un homme ou un animal contre une maladie donnée. Ainsi, nous pourrons définir les vaccins inactivés, les vaccins vivants atténués, ou encore des protéines virales ou bactériennes pour leur pouvoir immunogène. À ce stade, il est intéressant de faire quelques mots d'historique. Au XVIIIe siècle, à l'époque, on ne parlait pas de vaccination. On parlait de variolisation, puisque le virus de la variole était déjà utilisé pour vacciner les populations contre ce virus. La première vaccination a été utilisée en Angleterre par Edward Jenner dans le cadre de la prophylaxie contre le virus de la variole. Jenner a utilisé, dans ce cas-là, le virus de la vaccine, du mot vacca en latin signifiant la vache. La vaccine étant une éruption virale chez les bovins. Et il a utilisé ce virus de la vaccine comme vaccin antivariolique. Ceci en 1796. Ensuite, un siècle plus tard, en 1885, a été élaboré le vaccin contre la rage par Louis Pasteur, puis le vaccin contre la coqueluche en 1914, le vaccin antituberculeux par les Français Calmette et Guérin, en 1923 le vaccin antidiphtérique, puis en 1926 le vaccin anti-tétanos, en 1952 vaccin contre le poliovirus, virus associé à la poliomyélite, et grâce à la vaccination, le 8 mai 1980, l'OMS
a proclamé l'éradication planétaire du virus de la variole. En 1982 sont apparus les premiers vaccins produits par génie génétique, notamment le vaccin contre le virus de l'hépatite B. Puis des vaccins plus complexes, comme les vaccins anti-hémophilus influenzae B, un vaccin antibactérien. Puis, à partir des années 2000, des nouveaux concepts, comme celui des vaccins thérapeutiques. Le but de la vaccination est de protéger un individu contre une maladie infectieuse. Mais le but essentiel des vaccins est de protéger les populations. Protéger les populations contre des maladies infectieuses, par exemple la tuberculose, le paludisme, la diphtérie, le tétanos, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, la grippe, la fièvre jaune, l'hépatite A, les fièvres typhoïdes pour les gens qui voyagent, ou bien la pneumonie à pneumocoque chez les populations à risque comme le sujet âgé. Le but de la vaccination est également d'éradiquer une maladie. Nous l'avons vu dans la diapositive précédente, il était possible d'éradiquer la variole par l'usage intensif du vaccin antivariolique. De la même manière, on estime que la poliomyélite a disparu d'Europe grâce à la vaccination. Et on espère que dans les années futures, on pourra éliminer l'hépatite B. On estime ainsi que les vaccinations sauvent 3 millions de vies par an. À l'inverse, 1 600 000 individus meurent tous les ans de maladies potentiellement évitables par vaccination. La figure à droite vous montre la mortalité engendrée par 6 maladies infectieuses, causant 90% des décès d'origine infectieuse dans le monde. En partant de la droite, on peut citer la rougeole, maladie virale, contre laquelle il existe un excellent vaccin, le paludisme, malheureusement il n'y a pas encore de vaccin disponible, la tuberculose, il existe un vaccin mais malheureusement celui-ci n'est pas suffisamment efficace pour protéger les populations. Une grande partie de la mortalité dans le monde, principalement chez les enfants, sont dues à des diarrhées. Malheureusement, il n'existe pas encore de vaccin efficace contre certains virus ou certaines bactéries associées à ces diarrhées, de même qu'il n'existe pas encore de vaccin contre le sida. Enfin, les infections respiratoires aiguës, en particulier dues à des virus, comme le virus de la grippe. Heureusement, il existe de bons vaccins contre les virus grippaux, et particulièrement contre le virus H1N1. Enfin, on estime que pour protéger une population, il faut une couverture vaccinale d'environ 70%. Ceci signifie que 70% d'une population doit être vaccinée contre un agent infectieux bien précis. Enfin, pour qu'un vaccin puisse être administré à des populations dans leur globalité, il faut des vaccins à moindre coût. Dans ce chapitre 11, nous allons maintenant voir la prise en charge des maladies infectieuses par les molécules anti-infectieuses, antibiotiques et antiviraux. Nous allons successivement voir ce que l'on définit par antibiotiques et les autres thérapies anti-infectieuses, notamment les antiviraux. Seront abordés également les mécanismes de résistance, qui est une forme d'adaptation particulière des microbes, aussi bien bactériens que viraux. Les antibiotiques sont des agents strictement antibactériens, dont la toxicité sélective résulte d'un mode d'action spécifique. On peut définir par antibiotiques comme des substances chimiques sécrétées par les micro-organismes vivant en milieu terrestre ou aquatique. Ces substances ont des caractéristiques antibiotiques, c'est-à-dire faisant obstacle à la vie. Ils servent à tuer les micro-organismes concurrents ou à les empêcher de se développer. Le premier antibiotique a été découvert par Sir Alexander Fleming en observant qu'une colonie de pénicillium, une moisissure, était capable d'inhiber la croissance de colonies de staphylocoques dans une boîte de pétri. C'est ainsi que Fleming a découvert la pénicilline. Ensuite, d'autres antibiotiques furent découverts par les chimistes Chain et Florey. Ainsi, les antibiotiques sont des substances naturelles produites par des micro-organismes, comme je vous le disais, souvent des micro-organismes du sol, du genre Streptomyces, ou bien Pénicillium, ou encore Céphalosporium. Ces substances naturelles sont actives sur d'autres bactéries à faible concentration. Les antibiotiques peuvent être aussi produits par synthèse chimique, partielle ou totale. Avant de décrire l'effet des antibiotiques,
Quelques précisions. Tout d'abord pour dire que la plupart des affections, aussi bien bactériennes que virales, guérissent spontanément, après plus ou moins de temps, grâce au contrôle immunitaire. En cas d'infection bactérienne aiguë, ou d'évolution spontanée défavorable, ou encore chez des patients dont la résistance est affaiblie, les antibiotiques appropriés peuvent influencer de manière favorable l'évolution de la maladie. Ainsi, on peut dire que les antibiotiques ne guérissent aucune maladie infectieuse, mais en revanche empêchent les bactéries de se multiplier. Ainsi, notre corps a le temps d'organiser sa défense et de détruire et d'évacuer les agents pathogènes. Voyons maintenant les cibles bactériennes des principaux antibiotiques. La cellule bactérienne offre un nombre limité de cibles aux antibiotiques, comme le montre cette figure. Précisons que pour exercer leur action, les antibiotiques doivent au préalable traverser la paroi, de composition variable suivant la bactérie, et pour la plupart franchir la membrane cytoplasmique. Certains antibiotiques inhibent seulement la croissance des bactéries, on parle alors d'antibiotiques bactériostatiques, et d'autres antibiotiques, par contre, tuent la bactérie. On appelle ces antibiotiques des antibiotiques bactéricides. Quelles sont les cibles des antibiotiques? Partons de la partie gauche de la figure, en haut. Tout d'abord, les antibiotiques qui attaquent la paroi. Nous pouvons citer les bêta-lactamines, parmi lesquels on va retrouver les pénicillines et les céphalosporines, et d'autres antibiotiques extrêmement efficaces, les glycopeptides. D'autres vont attaquer la synthèse des acides nucléiques, on peut citer dans ce cas-là la rifampicine ou les quinolones. Puis, les antibiotiques qui attaquent la synthèse protéique, tétracycline, aminosides, macrolides et chloramphénicol. Et enfin, des antibiotiques qui s'attaquent au métabolisme de l'acide folique, les sulfamides et le trimétoprime. Nous pouvons étudier l'effet des antibiotiques sur la croissance bactérienne et redéfinir plus précisément ce qu'on appelle par bactériostase et bactéricidie. On va donc réaliser l'incubation d'un inoculum, par exemple à 1 million 10 puissance 6 unités formant colonie par millilitre, en bouillon seul ou en présence d'une gamme d'antibiotiques. Puis, après un certain temps d'incubation, réaliser une numération des bactéries viables à intervalles réguliers. Suivant les doses d'antibiotiques, nous obtenons des courbes d'allure variable. Le témoin, sans antibiotiques, donne une courbe de croissance classique, telle que nous l'avons vue auparavant, ainsi que les concentrations d'antibiotiques les plus faibles. Par exemple, à 0,25 mg par litre, concentration qui est appelée concentration subinhibitrice. À des concentrations plus élevées, exemple entre 0,5 mg par litre jusqu'à 2 mg par litre, il y aura ralentissement de la croissance, mais le nombre de bactéries supérieur à l'inoculum reste inférieur à celui du tube témoin. On parle alors de concentration bactériostatique. À des concentrations encore supérieures, entre 4 et 16 mg par litre, le nombre de bactéries devient inférieur à l'inoculum. On parle alors de concentration bactéricide. Selon l'antibiotique, l'effet bactéricide peut être temps dépendant ou dose dépendant. Dans ce dernier cas, l'effet sera proportionnel à la concentration d'antibiotiques. Il est quelquefois plus complexe, avec un phénomène de rebond, résultant d'une instabilité de l'antibiotique, exceptionnelle en 24 heures, d'une population génétiquement hétérogène ou productrice d'enzymes de résistance inductible. Malheureusement, dans certaines circonstances, il peut y avoir apparition de résistance. La résistance à un antibiotique, c'est un mécanisme que la bactérie met en place pour neutraliser l'effet d'un antibiotique qui se trouve dans son milieu de vie. On peut dire que la résistance aux antibiotiques est plutôt la règle chez les bactéries dans la nature et la sensibilité aux antibiotiques l'exception. On pourrait ainsi dire que la résistance est un moyen d'adaptation pour une bactérie d'échapper à la pression antibiotique. Et souvent, pour un micro-organisme, bactérien par exemple, mieux vaut être résistant que virulent. On peut définir la résistance intrinsèque ou encore résistance naturelle lorsqu'il y a une insensibilité à un ou plusieurs antibiotiques de toutes les souches d'une même espèce ou genre bactérien. En revanche, on parlera de résistance acquise, notamment par mutation, ou des résistances acquises par transfert plasmidique pour les bactéries,
Ainsi, une souche est dite résistante lorsqu'elle supporte une concentration d'antibiotiques beaucoup plus forte que celle qui inhibe le développement de la majorité des autres souches de la même espèce. Après les antibiotiques, voyons maintenant les antiviraux. Les molécules antivirales, précisons-le tout de suite, sont des agents virostatiques, lorsqu'ils sont bien sûr administrés par voie générale. Ainsi, les agents antiviraux ne seront jamais virucides. Ils sont classés suivant la cible, par exemple, ARN polymérase, ADN polymérase, thymidine kinase, protéase, neuraminidase, ou selon la fonction, par exemple, inhibition de l'entrée et fusion du virus avec les membranes. Notons enfin que certains composants d'origine biologique, comme les interférons, sont également d'excellents médicaments antiviraux, par exemple prescrits dans certains cas d'hépatite comme l'hépatite C. La première molécule antivirale a été découverte par une Américaine, Gertrude Elion, pour la découverte de l'acyclovir en 1981, qui est une molécule qui inhibe la thymidine kinase des herpesvirus. Cette image, qui vous remet en mémoire le cycle de vie des virus, vous montre également des cibles potentielles. Premièrement, il existe des molécules antivirales qui bloquent l'interaction du virus avec des récepteurs, et ainsi bloquent la pénétration. C'est le cas par exemple de certaines molécules anti-VIH, comme le fuséon, qui bloquent la fusion entre l'enveloppe virale et la membrane cellulaire. Beaucoup d'agents antiviraux vont inhiber la réplication du virus, médicaments inhibant l'ARN polymérase pour les virus ARN, ou l'ADN polymérase pour les virus à ADN, ou encore des enzymes impliquées dans la réplication, comme l'acyclovir, qui, comme je vous le disais, est un inhibiteur de la thymidine kinase impliquée dans la réplication. Enfin, d'autres molécules antivirales inhibent la sortie du virus. C'est le cas par exemple du Tamiflu, qui inhibe la neuraminidase du virus grippal, et donc un médicament qui bloque la libération de la particule virale à partir d'une cellule infectée. Comme dans le cas des bactéries et des antibiotiques, il existe des mécanismes de résistance des virus vis-à-vis des agents antiviraux. Ceci a été bien décrit pour le VIH, le virus de l'hépatite C ou le virus grippal, qui sont des virus qui sont capables de devenir résistants aux molécules antivirales qui sont prescrites chez les patients malades. Enfin, notons que certains virus humains peuvent persister en diminuant leur expression et ou en échappant au contrôle immunitaire. Ceci a été particulièrement décrit pour les herpesvirus ou d'autres virus comme les adénovirus, le VIH ou le virus de l'hépatite C.